Bonjour tout le monde. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Jacques Bou, ancien colonel de l'armée suisse, analyste, géostratège, spécialiste en terrorisme et aussi essayiste. Merci beaucoup Jacques Bou d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir renouvelé de venir chez vous. Merci. Merci beaucoup. Tout l'honneur pour nous. Une année après le déclenchement de la guerre de l'Ukraine, est-ce que vous maintenez toujours votre position, votre lecture, vos prévisions? Absolument. Et d'ailleurs, ça se confirme jour après jour. Et d'ailleurs, même avec plus d'intensité aujourd'hui, on avait déclaré de manière très emphatique dès le début de l'offensive russe que la Russie avait déjà perdu, que l'Ukraine avait gagné, que la Russie allait s'effondrer, que l'économie allait s'effondrer. Tout ça était le résultat de très mauvaises analyses, ou même de l'absence totale d'analyse, à vrai dire. Et on constate aujourd'hui que ce que j'avais écrit d'ailleurs dans mes livres « Poutine, maître du jeu » et « l'opération Z », eh bien, sont vérifiés aujourd'hui. L'économie russe est une économie qui, sans être flamboyante, est très robuste, beaucoup plus robuste que les économies occidentales, avec beaucoup moins de dettes et donc moins vulnérables. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, ça on le savait déjà l'année passée, et comme on pouvait s'y attendre, elle ne s'est pas effondrée. L'Ukraine n'a pas réussi à contenir l'avance russe pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Ukrainiens conduisent leur guerre de manière politique, alors que du côté russe, ce sont les militaires qui conduisent la guerre. Et donc, on a une guerre qui ne se base pas, enfin, du côté ukrainien, elle se base sur des déclarations. Et d'ailleurs, ce qu'on a dans nos médias, c'est exclusivement les déclarations des médias, même pas des médias d'ailleurs, mais du pouvoir ukrainien, car souvent les médias ukrainiens contredisent ce que disent nos propres médias. On a parti de l'idée que les Russes, quoi qu'ils fassent, quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils font, ils sont les méchants dans cette affaire. Or, on sait que, quel que soit le conflit, il n'y a pas, les choses ne sont pas en noir et blanc, on est toujours dans les zones de gris. Et je rappelle la question que j'avais posée au lendemain de l'intervention russe. Qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que les autres conflits que nous avions déclenchés précédemment? Or, personne jusqu'à maintenant, en une année, personne n'a pu m'apporter de réponse à cette question. Et effectivement, on voit que les Occidentaux se payent le luxe, si on peut dire, d'aller massacrer des gens au Moyen-Orient et ailleurs, sans qu'il y ait la moindre conséquence politique, économique ou même juridique, alors que les Russes, est-ce qu'ils ont eu la meilleure décision de résoudre la question de manière militaire? On peut poser cette question, mais la légitimité de leur intervention, à mon avis, est beaucoup moins, beaucoup plus, ou plutôt l'absence de légitimité qu'on leur accorde est très discutable, dans le sens où pour expliquer ou pour condamner les Russes, nous faisons abstraction des massacres des populations civiles qu'il y a eu. Et je suis assez étonné de voir des journalistes, notamment en Suisse, qui considèrent que la population russophone du Donbass sont en réalité des personnes qui ne valent rien, parce que leur vie n'est jamais mentionnée. Or, les Russes, et je rappelle que c'est ce que les Russes ont toujours déclaré, ils sont intervenus pour protéger les populations du Donbass. Vous avez évoqué la notion de racisme de guerre. On oublie la guerre de Yémen, on oublie les victimes en Irak. C'est la différence créée par des guerres.
je constate avec effroi d'ailleurs que la société occidentale est devenue extrêmement raciste. Dans le sens où finalement il y a des bonnes guerres et des mauvaises guerres, il y a des bons morts et des mauvais morts. Personne ne vient discuter des crimes de guerre qui sont reconnus, qui ont été observés, qui ont été documentés en Irak, en Afghanistan. Toutes les armées occidentales en Afghanistan ont commis des crimes de guerre, toutes, sans exception. Et pourtant, personne n'en parle. Et pour le moindre, et d'ailleurs, quelquefois même sans savoir, on accuse les Russes de crimes de guerre. Alors, toutes les guerres ont leur lot de crimes de guerre. Et quel que soit le crime de guerre, qu'il soit commis par des Russes ou par d'autres, ils sont condamnables. Mais tout ça doit se faire dans la justice. Et la justice, elle doit regarder des deux côtés et pas simplement d'un seul côté. Et on a fait une guerre en réalité contre le peuple russe, avec l'idée que le peuple russe se révolterait et renverserait Poutine. Et on a fait cette guerre, et on est même raciste, même à l'égard des Ukrainiens en réalité, parce qu'on a fait ça en utilisant la vie des Ukrainiens pour faire ça. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir ces temps les aveux de ministres de l'Union européenne qui disent en fait notre guerre, on se bat contre la Russie. On ne défend pas l'Ukraine, on se bat contre la Russie. Le but, et ça a été dit d'ailleurs dès le départ, le but était d'anéantir la Russie. Et tout ça, on le fait, et même c'était Lindsey Graham, qui est un sénateur américain, disait on fera la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Oui. Donc, on voit bien qu'ici, les Ukrainiens, en réalité, sont les dindons de la farce d'une guerre qui a été encouragée par les Occidentaux, qui n'a pas commencé le 24 février, mais qui a commencé en 2014, que les Occidentaux ont refusé, et c'est l'aveu d'Angela Merkel, de Petro Poroshenko et de François Hollande d'ailleurs, ils ont signé les accords de Minsk avec l'idée qu'ils ne les respecteraient pas. Oui. Et donc, on est effectivement avec des gens qui sont de mauvaise foi, qui voulaient que cette guerre arrive, et on sait que cette guerre devait arriver parce que le conseiller de Zelensky, Alexei Arestovitch, l'a dit en 2019 déjà. Donc, on savait que cette guerre viendrait. Il a même dit que ça se passerait entre 2021 et 2022. Donc, on savait que cette guerre allait venir. On savait que c'était l'Ukraine qui allait en payer le prix. La seule chose qu'on pensait, et c'est probablement la raison pour laquelle on l'a faite, c'est qu'on pensait que la Russie s'effondrerait beaucoup plus rapidement. Et la Russie a tenu parce qu'on a mal jugé son économie, parce qu'on a mal jugé la résilience de sa population, on a mal jugé aussi le soutien que le gouvernement russe a par sa population. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, même l'Institut Levada, qui est un institut qui est considéré comme agent étranger en Russie, l'Institut Levada continue à dire que, grosso modo, aujourd'hui, la popularité de Poutine est de 80%. Il n'y a aucun dirigeant occidental qui a ce niveau de soutien. Donc, admettons même que ces chiffres soient un peu exagérés, mais de nouveau, l'Institut Levada est considéré comme agent étranger, donc on prend l'information qu'on a. On constate que la Russie a un soutien et que si Vladimir Poutine était renversé, c'est des gens même encore plus belliqueux qui viendraient au pouvoir. Donc, on voit bien que Est-ce que cette guerre a renforcé la légitimité de Poutine et du pouvoir exécutif en Russie, surtout la centralisation des prérogatives et tout? Alors, non seulement cette guerre a renforcé le pouvoir de Vladimir Poutine, mais elle a également renforcé le pouvoir des non-occidentaux. On voit aujourd'hui
que les pays, c'est particulièrement vrai en Afrique, mais c'est vrai en Asie, que les pays que l'on appelle le reste du monde, aujourd'hui, se rassemblent derrière le groupe que forment la Russie, l'Inde et la Chine, et que aujourd'hui, la confiance qu'on avait vis-à-vis des Occidentaux glisse lentement vers l'Asie. Et je pense que ces pays du reste du monde, alors Joseph Borrell avait même dit que c'était la jungle, hein, puisqu'il avait, de manière assez lamentable, comparé l'Europe à un jardin et le reste du monde à une jungle. Mais cette jungle, elle n'est pas composée d'idiots, bien au contraire, elle est composée de gens qui savent analyser, qui observent la situation et qui constatent que le monde occidental se comporte avec des valeurs à géométrie variable, qui se comporte avec une intégrité très discutable. Et c'est pour ça que je pense qu'une des grandes évolutions post-guerre en Ukraine, ça va être l'émergence ou le renforcement, plus exactement, du reste du monde par rapport à l'Occident. Et je pense que cette guerre est aussi, quelque part, l'expression d'une forme de déclin occidental. Jacques Pau, comment vous expliquez l'insistance des politiciens européens à continuer cette guerre jusqu'à la fin, malgré les dégâts économiques, les dégâts au niveau social, les dégâts aussi et les risques au niveau énergétique, malgré les appels des économistes à cesser cette guerre et entamer des processus de paix, malgré les appels aussi de quelques experts militaires comme vous, dernièrement un général français et un autre allemand, même au sein de l'appareil militaire américain. Mais il y a l'insistance. C'est quoi ça? C'est l'amateurisme politique ou quoi? Alors, il y a beaucoup d'explications. Et sans aucun doute que l'explication de base, si vous voulez, la couche de fond, c'est l'immaturité de nos gouvernements. On a des gouvernements qui se comportent de manière très immature. On voit des déclarations qui ne sont pas réfléchies. D'ailleurs, on voit quand Bruno Le Maire parlait d'effondrement de la Russie, on voit bien qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était la Russie à ce moment-là. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui prennent des décisions sans savoir. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi autre chose, c'est que pour arriver à avoir une sorte comment dire, je ne veux pas dire consensus, mais disons une acceptation de cette guerre par la population, il a fallu tricher avec le narratif. Et le narratif, et ce qu'on a vu dans nos médias, c'est particulièrement vrai avec la télévision suisse, mais vous avez d'autres chaînes en France comme France 5, etc., et LCI, qui ont systématiquement relayé non pas ce que disaient même les médias ukrainiens, mais ce que disait la propagande ukrainienne. Et alors, on a faussé complètement la perspective. Et aujourd'hui, on est un peu pris au piège de ce discours parce qu'on voit que la réalité, eh bien, les faits sont têtus, comme disait je ne sais plus quel politicien, et la réalité rattrape le discours, et aujourd'hui, on n'ose plus faire marche arrière parce que ça voudrait dire qu'on a raconté des histoires. Donc, il y a une espèce d'entraînement, si vous voulez. On est dans une espèce d'effet d'entraînement qui nous conduit à aller dans plus de stupidité en réalité. Et c'est ça qui est inquiétant parce que ça veut dire qu'on pourrait simplement, pour justifier un discours, entrer dans une escalade. Et on a un peu le sentiment qu'on n'est pas dans cette situation. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'escalade à ce stade, mais on a l'impression qu'on pourrait entrer là-dedans. Et d'ailleurs, quand on dit que c'est Vladimir Poutine qui a parlé d'armes nucléaires, je rappelle que c'est systématiquement les Occidentaux qui ont parlé d'usage des armes nucléaires. C'est Jean-Yves Le Drian, déjà le 24 février, qui avait menacé la Russie
de l'usage de l'arme nucléaire par l'OTAN. Et puis, en août de l'année passée, en août 2020, c'est Liz Truss, alors qu'elle était candidate au poste de Premier ministre, qui était alors secrétaire au Foreign Office, donc ministre des Affaires étrangères, elle avait dit qu'elle était prête à déclencher la guerre nucléaire, même si ça devait conduire à une annihilation globale. Donc, on est avec des gens qui sont totalement infantiles dans leur manière de s'exprimer, qui parlent de manière totalement irréfléchie et qui sont prisonniers de leur discours. Et quand je regarde à l'inverse ce qui se passe dans le reste du monde, malgré ce glissement qu'il y a vers l'Asie, on voit que les dirigeants entre guillemets, des restes du monde, ont des positions beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes. Alors évidemment, ils sont plus loin du conflit, mais ils ont l'avantage d'avoir un regard qui est plus équilibré, qui est plus nuancé, et ça les empêche, ils sont contre la guerre, et ils l'ont exprimé à l'Assemblée générale des Nations unies, mais ils sont contre la condamnation de la Russie parce qu'ils ont très bien compris quel jeu se jouait derrière le conflit. Donc on a affaire à des gens beaucoup plus matures dans le reste du monde qu'en Europe, et ça me semble quand même extrêmement inquiétant. Vous êtes connu par cette méthode de recherche du non-dit. Vous êtes chasseur du non-dit. Comment vous expliquez la visite de Zelensky aux États-Unis? Est-ce que pour renforcer quelques probabilités de paix, pour renforcer ça veut dire les capacités militaires avec l'octroi de système patriote? Comment vous voyez cette visite? Alors, il faut voir dans quel contexte opératif s'est située cette visite. Elle s'est située au moment où la ville ou le secteur de Bakhmout, dans le Donbass, était en passe de tomber aux mains des Russes. Et le général Zaloujny, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, avait déclaré dans le magazine The Economist, il avait déclaré qu'il avait besoin de 300 chars d'assaut, 600 véhicules blindés, 500 pièces d'artillerie, enfin bref, il avait fait une sorte de liste de besoins. Et je pense que cette liste, d'abord, elle était considérée comme vitale par les Ukrainiens, et Zelensky a voulu aller à Washington pour discuter ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est revenu sans qu'on lui donne quoi que ce soit. Enfin, pas quoi que ce soit, c'est pas vrai. On lui a donné les missiles patriotes, qui est des armes défensives, mais on ne lui a pas donné les chars, on ne lui a pas donné les véhicules blindés. Et cette visite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu des conséquences, ou plutôt l'absence de résultat de cette visite a eu des conséquences, parce que juste après cette visite, la ville de Soledar est tombée dans le Donbass et les forces russes se sont vraiment rapprochées de Bakhmout, qui aujourd'hui, au jour où nous parlons, est pratiquement encerclé par les forces russes. Et Bakhmout, contrairement à ce qu'ont dit les médias occidentaux, est un point très important, en termes stratégiques, on dirait un point névralgique du théâtre opératif ukrainien. Et la chute de Bakhmout pourrait signifier la chute définitive de l'armée ukrainienne. Je dis bien pourrait parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais ça pourrait. Et les Ukrainiens l'ont vu comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Zelensky est revenu de Washington sans les chars que Zaloujny avait demandé, on a commencé à voir des défections dans le régime ukrainien. Et vous avez eu toute une cascade de ministres qui ont commencé à donner leur démission. Dans nos médias, on a parlé de lutte contre la corruption, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne fait pas une lutte contre la corruption comme ça au milieu d'une guerre. Ça, c'est faux et on aurait pu le faire bien avant. Mais ce n'est pas
ce qui a été fait. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que les ministres et les dirigeants ukrainiens ont constaté que la chute de Bakhmout pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la suite des opérations, et on a vu cet effondrement justement du régime ukrainien. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où on voit tous ces ministres qui commencent à donner leur démission, on a tout d'un coup les gouvernements occidentaux qui se rappellent qu'il y avait des chars, et pour redonner confiance un petit peu au régime ukrainien, on a accordé les chars, les Léopards, les M1 Abrams, etc., etc. Tout d'un coup, c'est venu en l'espace de 5 jours, alors que 5 jours avant, on ne voulait pas le faire. Mais on a vu que la pyramide ukrainienne était en train de s'effondrer, et pour redonner un petit peu de l'élan, on a amené des nouvelles armes. Il y a quelque chose, on peut le comprendre bien sûr dans la perspective occidentale, mais il y a quelque chose quand même d'un peu pervers, parce que quand on a vu l'effondrement du régime ukrainien, comme à d'autres occasions d'ailleurs précédemment, je pense qu'on aurait pu saisir l'occasion pour entamer un mécanisme de négociation. Comment vous faites, Jacques Pou, pour résister à ces tendances de diabolisation, d'attaque personnelle? Surtout, vous êtes attaqué par l'organisme Conspiration Watch. Les gens ne savent pas que cette association ou fondation ou quelque chose, il est accusé d'avoir des relations avec des services de renseignement, surtout britanniques, avec des organes gouvernementaux britanniques. Vous êtes qualifié parfois par qualité de complotiste, sympathisant de l'extrême droite. Et les gens sont parfois, je m'excuse, ils apprennent par stupidité, par manque d'analyse. Ils ne voient pas que vous passez souvent avec des médias proches du gauche, plus que… comment vous résistez, Jacques Pou? D'abord, quand je m'exprime toujours sur la base des faits. Ça n'est pas mon opinion, ce sont les faits. Ça, c'est mon travail d'analyste d'un service de renseignement, c'est de se baser sur les faits et non pas de donner mon opinion. Alors que ceux qui me traitent de poutiniste, de ce que vous voulez, sont des gens qui, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'attaquer sur les faits, attaquent sur la personne. Par ailleurs, une chose qui me renforce un petit peu, c'est que je vois que les journalistes, notamment en Suisse, qui m'ont attaqué, relaient en fait le discours des néo-nazis en Ukraine. Donc, c'est assez paradoxal. Et il y a un autre fait qui est aussi intéressant. En Suisse et en France, en Suisse plus qu'en France d'ailleurs, on dit que je suis d'extrême droite. Mais quand vous allez dans les pays… C'est étonnant que vous étiez attaqué par un journaliste suisse proche aux idées nazistes. Je m'excuse. Mais oui, les gens ne cherchent pas. Il y a des journalistes suisses qui ont fait, de ceux qui m'ont attaqué d'ailleurs, qui appartiennent à la télévision suisse romande, qui ont inspiré Anders Breivik, qui avait fait le massacre d'Utøya il y a quelques années. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui me reprochent d'être d'extrême droite. C'est assez paradoxal quand même. Et là, il y a quand même quelque chose qui est inquiétant dans la manière de ces journalistes de travailler, parce que manifestement, ils ne travaillent pas sur la base des faits. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'eux me considèrent d'extrême droite, alors qu'en Allemagne et dans les pays nordiques, je suis plutôt considéré comme de gauche. Mais anglophone. Alors, anglophone, on me considère comme pro-ukrainien. Ouais. Vous voyez, et je suis en contact d'ailleurs avec des mouvements pacifistes aux États-Unis
qui sont en contact avec le gouvernement ukrainien pour essayer de travailler avec la société civile pour empêcher les massacres, etc. Voilà les gens qui me contactent aux États-Unis. Et je travaille avec ces organisations-là. La même chose. J'ai vu même des groupes de réflexion stratégique en Amérique. Tout à fait. Et ce que j'écris se propage surtout dans ces milieux-là. C'est en Suisse que les gens me considèrent d'extrême droite. Et là, il y a quelque chose quand même d'assez curieux, parce que, comme je vous l'ai dit, ceux qui m'accusent de ça, alors, je ne dis pas qu'ils sont d'extrême droite, mais ils relaient… Vous êtes en train d'utiliser le temps pour vous donner raison. Et je constate d'ailleurs que le temps me donne raison. Oui, oui. Parce que je constate que de plus en plus, les gens reviennent sur ce que je disais. D'ailleurs, récemment, une grande chaîne française qui n'a pas la réputation d'être pro-russe a avoué à mon éditeur qu'il constate tous les jours que ce que j'ai dit était vrai. Oui, oui. Mais vos déclarations, ça ne se fait pas. Hein. Ça ne peut pas encourager les sponsors pour les chaînes. Hein. Non, mais ça n'a pas, vous savez, ça n'a pas d'importance. Comme on dit, je ne sais pas si c'est un vrai proverbe ou pas, mais je dis que les chiens aboient, la caravane passe. Vous continuez d'être un homme libre. C'est exactement ça. Il faut, de nouveau, il faut se baser sur les faits, il ne faut pas céder à la tentation d'entrer dans la polémique. Il faut se concentrer sur les faits. Moi, je travaille sur la base des faits. Beaucoup de choses qui seraient contre l'Ukraine ou contre les uns et les autres, je ne les dis pas parce que pour moi, ça n'est pas vérifié, Je ne dis que des choses que je peux vérifier. Et quand vous lisez mes livres, vous verrez qu'il y a des centaines de notes de bas de page. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'elles sont référencées par des documents officiels ou des médias mainstream d'ailleurs. Tous les médias que j'exploite sont des médias qui sont vérifiés, pas seulement les nouvelles. C'est la pratique du renseignement. Dans le renseignement, vous qualifiez, vous évaluez la qualité de la source et la qualité de l'information. Ce que ne font pas nos médias. Moi, chaque média que je cite fait l'objet d'une évaluation sur 5 points. Et s'il ne remplit pas 5 points, je ne cite pas ce média. Donc, ça, c'est le label de qualité. Il y a des critères extrêmement précis. Et quand le média, quelquefois, vous avez une information qui est très juteuse, comme ça, qui semblerait, vous avez envie de la publier, mais je regarde le média, je me dis, ah, ça, ce n'est pas un média qui est fiable selon des critères de qualité. De nouveau, il y a 5 critères de qualité. Et si ce n'est pas, eh bien, je ne mentionne pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la robustesse de mon travail. C'est d'ailleurs que jamais les médias comme la Suisse romande, etc., m'attaquent sur les faits. Jamais. Ils attaquent toujours sur la personne. Quand les gens attaquent sur la personne, c'est qu'ils ne sont pas capables de venir sur les faits parce que les faits qui sont présentés sont trop robustes. Voilà. Quelle issue, d'après vous, prochainement pour cette guerre? Est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste? Écoutez, moi j'ai un tempérament plutôt optimiste, mais de nouveau l'optimisme, il est à géométrie variable parce que c'est optimiste vu de quel point de vue. On peut toujours discuter ça. Ceci étant, je n'ai pas de boule de cristal et actuellement il n'y a pas d'élément concret qui me permet de définir avec précision quelle sera l'issue du conflit. Donc la réponse honnête à votre question, c'est je ne sais pas. Je souhaite que le retour à la raison nous pousse à aller vers la table de négociation. Parce que je pense que dans la situation, d'ailleurs depuis le début, on aurait dû commencer par là. Si on avait fait le travail, si nos diplomates avaient fait leur travail avant 2022, on n'en serait pas là. Et donc, il faut revenir à ces éléments-là, il faut revenir à la table de négociation, il faut remettre les choses à zéro. Et les choses à zéro, c'est la discussion. Aujourd'hui, le fait qu'on n'a rien fait,
qu'on n'a jamais protesté pour le massacre des populations civiles dans le Donbass, qu'on n'a pas voulu respecter les accords de Minsk, a fait qu'on est arrivé dans un conflit. Donc la situation qu'on a aujourd'hui, elle résulte de l'absence de notre bonne foi, et ça, il faut l'accepter. Nous n'avons pas rempli notre mission. Donc il faut prendre les choses à partir de maintenant. Il faut maintenant s'asseoir à la table de négociation. Et je vous rappelle que Zelensky a à 3 reprises voulu négocier avec les Russes. C'est chaque fois les Occidentaux qui lui ont contraint à retirer ses propositions. Et là, les Occidentaux vont devoir, je pense, venir à la raison. J'espère qu'ils le feront cette année et qu'on arrivera à avoir une négociation qui permettra d'avoir une issue du conflit. Après, que ce soit en faveur de l'un, de l'autre, etc., c'est le résultat des négociations qui doit le déterminer. Et je pense que le résultat sera juste à partir du moment où les 2 parties se seront mises d'accord. Merci infiniment, Jacques Pau. Ça a été un honneur et un grand plaisir de vous recevoir et à la prochaine rencontre. Merci infiniment. Merci à vous.